Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Valérie, j'ai 13 ans. Je suis élève en classe d'accueil à l'école à Dauversière. Bienvenue dans ce quatrième épisode de podcast consacré à la Journée internationale des droits des femmes. Avec moi ici présent, nous avons Safina et Madame Sarina. Bonjour, je m'appelle Joseph Safina. Je suis la camarade de classe de Valérie. Je suis d'origine haïtienne. Ça fait 5 mois que je suis au Québec. Je suis heureuse de participer à ce podcast. Bonjour, mon nom est Sarina Kumari. Je suis coordonnatrice à la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville et je suis très heureuse d'être entourée de ces belles filles et femmes aujourd'hui pour ce podcast concernant la Journée internationale des droits des femmes. Alors, notre invitée du jour que nous allons laisser se présenter est Madame Belinda Ba, directrice de l'Observatoire des communautés noires du Québec. Ok. Bonjour à toutes. Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, je suis Belinda Ba. Donc, comme tu l'as dit, Valérie, je dirige l'Observatoire des communautés noires du Québec, qui fait partie d'un organisme communautaire qui s'appelle le Sommet Jeunes Afro. Donc, je fais ça depuis un peu plus que 3 ans. Et aussi, donc, je suis aussi immigrante au Québec. Donc, je suis arrivée il y a à peu près 10 ans au Québec. Ouais, un peu plus que 10 ans que je suis au Québec. Et j'ai grandi en France. Et puis, j'ai des origines de la Guinée, Conakry, du côté de mon papa, et de Haïti, du côté de ma maman. Voilà. Cool. Donc, tout d'abord, on aimerait savoir, c'est quoi exactement l'Observatoire des communautés noires du Québec? OK. Alors, l'Observatoire, donc, la première chose, c'est que c'est un organe de recherche. Donc, on fait de la recherche, mais on n'existe pas depuis très, très longtemps. Donc, ça fait, on va dire, 5 ans à peu près que l'Observatoire, il existe. Puis, comme j'ai dit, il fait partie d'un organisme communautaire qui s'appelle le Sommet Jeunes Afro, qui travaille pour le développement socio-économique des jeunes des communautés noires à travers le Québec. Mm-hmm. Et pour faire son travail, l'organisme s'est dit qu'il fallait qu'il ait des données, donc qui connaissent mieux les jeunes des communautés noires, c'est quoi qu'ils vivent, c'est quoi qu'ils rencontrent comme problème, c'est quoi qu'ils ont comme ressources. Donc, les dirigeants de l'organisme se sont dit on a besoin d'une équipe à l'interne dans notre organisation qui fait de la recherche. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de créer un programme spécial qui s'appelle l'Observatoire des communautés noires. Donc, on produit des recherches sur les communautés noires et plus particulièrement sur les jeunes. Et puis, on les diffuse au plus de personnes que possible, aux organismes qui interviennent auprès des jeunes, mais aussi aux organisations publiques. On veut que les écoles, elles connaissent notre travail. On veut que le réseau de la santé connaisse notre travail. On veut que les élus connaissent notre travail pour mieux agir en faveur de la jeunesse en général et pour les jeunes noirs en particulier. OK, c'est très bien ça. C'est intéressant de savoir que vous êtes affilié à une organisation, donc c'est dérivé de l'organisation. Exactement. Si je comprends bien. Et puis quand vous dites jeunes, c'est jeunes 12-25 ou est-ce qu'il y a une limite d'âge ou... Il n'y a pas de limite d'âge, donc c'est vraiment la question. Quand on parle de jeunes, on parle d'une expérience particulière. Donc, on est à l'école ou bien on rentre sur le marché du travail. C'est ça qui sont les réalités des jeunes. Mais après, en termes d'âge, nous, on ne se met pas de limite. OK. Puis, si je peux suivre avec une question, juste savoir c'est quoi la mission de l'organisme Afro-Jeunes, si je me trompe pas? Oui. Alors, le Sommet Jeunes Afro, en fait, c'est un regroupement d'organismes. OK. Donc, c'est un organisme communautaire, mais
il réunit, aujourd'hui, c'est plus que 80 organismes à travers le Québec qui sont membres du Sommet Jeunes Afro. OK. Et tous ces organismes-là, ils travaillent en faveur des familles, des communautés noires ou des familles immigrantes. Et donc, ils agissent en éducation, en santé, dans la justice, dans l'entrepreneuriat. Donc, ils agissent dans différents domaines. Puis, le sommet a été créé pour qu'ils travaillent mieux ensemble. Parce que comme ils ont les mêmes objectifs, on veut qu'on fasse des choses qui sont complémentaires, qui vont ensemble, qu'on puisse échanger des idées pour mieux desservir les jeunes et les familles. OK. C'est très intéressant. Merci. Vas-y. Madame Belinda Ba, pourquoi vous avez décidé d'occuper le poste de directrice de l'Observatoire? Okay. Alors, très bonne question. Je dirais que je ne me suis pas dit que je voulais être directrice d'un observatoire. Je ne me suis jamais dit ça. Mais je fais de la recherche depuis plusieurs années. J'ai fait la recherche à l'université, puis j'ai fait ce qu'on appelle une thèse de doctorat. Donc, je suis allée loin dans les études sur la recherche. Et puis, après, je me suis dit, ce que j'aime, c'est pouvoir voir que les recherches qu'on fait, ça sert à changer les choses concrètement. Donc, je me suis dit que je n'ai pas envie de continuer encore la recherche, d'être professeur à l'université ou même professeur dans un cégep ou autre. Et j'ai eu cette opportunité qui s'est présentée. Donc, le sommet avait cette offre d'emploi, puis où ils parlaient justement de cet observatoire qu'ils avaient créé, puis qu'ils avaient besoin de quelqu'un, mais c'était quelqu'un qui était intéressé par faire de la recherche pour transformer l'action sur le terrain. Et donc, c'est vraiment presque un hasard que moi, ça correspondait à ce que je voyais que je voulais faire, que j'étais capable de faire, et puis ce que le sommet Jeunes Afro recherchait. Qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous faites dans l'observatoire? Qu'est-ce que vous aimez? Okay. J'aime tout. Vous aimez tout? J'ai beaucoup de chance de faire quelque chose vraiment qui me passionne. Donc, j'ai la chance de pouvoir continuer à faire de la recherche parce que, donc, même si je gère l'observatoire, donc je gère l'équipe, donc les projets, etc. Mais aussi, j'ai toujours la chance de pouvoir faire des recherches. Donc, les recherches qu'on fait, je peux participer. Alors, voilà ce que j'aime, faire la recherche, gérer l'équipe et aussi être en relation avec les organismes, avec des jeunes, comme aujourd'hui, j'ai l'occasion. Donc, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et avez-vous déjà connu des difficultés dans ce que vous faites? Oui. Je pense que dans tout ce qu'on fait, il y a toujours des défis. Ouais. Et puis, je dirais que quand on travaille sur des sujets difficiles, par exemple, à l'Observatoire, on travaille sur la question du racisme, par exemple. C'est sûr que c'est un sujet difficile et quand on doit en discuter, ça fait des débats, ça peut faire des tensions. On n'a pas toujours les mêmes avis. Dès qu'on travaille sur des sujets qui sont sensibles, ça peut créer des tensions. Donc, ça, c'est un défi, mais on sait que c'est correct parce qu'on essaye de penser à la plus grande mission derrière ça, que même s'il y a des difficultés, on sait que c'est pour la bonne cause, donc c'est correct. Que représente la journée du 8 mars pour vous? Okay. La journée du 8 mars,
ce que je peux dire, c'est que moi, quand j'avais votre âge, je vivais en France, puis il y avait la journée du 8 mars, on la célébrait aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que il y avait des problèmes auxquels les femmes, auxquels les filles étaient confrontées. Et c'est là vraiment, c'est à ce moment-là, c'est à cet âge-là que j'ai pris conscience de ça à travers cette journée, parce qu'on en parlait à l'école, puis on avait des discussions là-dessus. Et aujourd'hui, avec toute l'expérience et puis que je suis plus grande, la journée du 8 mars, c'est un rappel, mais à chaque jour, j'ai conscience de ces difficultés qui sont vécues par les femmes et par les jeunes filles. Donc, c'est moins un rappel que l'occasion d'en parler avec des plus jeunes, par exemple, avec vous. Je pense que c'est ça que ça symbolise pour moi, un moment qu'on peut transmettre aussi ces expériences-là avec des personnes plus jeunes. OK. C'est très intéressant de savoir votre perspective de ça. Puis je pense qu'on pourrait aussi comme réaliser que cette journée, c'est autant pour les jeunes Valérie et Safina, une journée spéciale parce qu'eux aussi, ils sont dans ce même découverte, dans cette même découverte de savoir c'est quoi exactement le 8 mars. Je pense qu'en préparation de ce podcast aussi, on essayait de leur parler de ça. Oui. Justement, je serais curieuse de leur retourner la question. Le 8 mars, je ne sais pas qu'est-ce que ça évoque pour vous. Est-ce que vous connaissiez avant cette année ou je ne sais pas? Moi, personnellement, je ne connaissais pas vraiment à quoi servait la journée du 8 mars. C'est avec le temps que j'ai su que c'était pour une bonne cause pour les femmes surtout, parce que c'est pour les femmes qu'on a créé le 8 mars. Donc, moi, je trouve que c'est aussi... je sais pas comment dire, du genre, c'est une journée, mais qui part des femmes qui ont souvent des difficultés à faire des choses. Bon, c'est pour ça, c'est moi comme ça que je vois le 8 mars. C'est genre comme ça. Pour moi, quand j'ai entendu les personnes dire le 8 mars, j'ai allé sur Google, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé le 8 mars, c'est pour célébrer. Et il y a des personnes qui célèbrent et il y a pour des personnes qui ont des difficultés. Pour moi, le 8 mars, je dirais que je suis encore à la découverte de c'est quoi exactement. Je dirais que oui, c'est une journée pour le droit des femmes, mais initialement, un peu comme Safina, j'ai fait de la recherche un peu pour savoir c'est quoi, pourquoi cette journée, elle a été soulignée. Puis de ce que je comprends, c'est qu'il y avait beaucoup de droits des femmes que maintenant on a, que dans le passé, les femmes n'avaient pas, que justement des femmes ont lutté pour qu'on ait les droits qu'on a en ce moment. Et puis, ça m'a donné un petit sentiment de fierté, puis aussi d'être une femme. Et aussi de savoir qu'il y a quand même encore du cheminement à faire dans la société, mais on est arrivé quand même très loin dans ce qui est genre dans la position ou la possibilité que les femmes peuvent avoir dans la société. Fait que c'est un peu ça que ça représente pour moi. Donc, si on revient un peu à votre travail, je voulais savoir qu'est-ce que vous entendez dans votre organisme, qu'est-ce que vous entendez par les communautés noires? OK. Alors, les communautés noires, déjà, comme tu le soulignes, c'est au pluriel. Donc, il y en a plusieurs. Donc, nous, on parle
on parle jamais de la communauté noire comme s'il y avait un seul groupe. Et aussi, ce qui est important, c'est que quand on veut parler d'une personne comme étant noire ou d'un groupe comme étant noir, c'est jamais à nous-mêmes de le déterminer. Donc ça veut dire, c'est à moi-même de dire je suis une personne noire, plutôt que c'est les autres qui vont me considérer comme telle pour telle ou telle raison. Donc ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle l'auto-identification. Donc on doit, selon notre perspective, on ne doit jamais dire à une personne ou à un groupe, on ne doit jamais mettre une personne ou un groupe dans une case en lui donnant une étiquette. Toi, tu es des communautés noires ou toi, tu es noir. C'est la personne qui le décide. Ça, c'est important. Et donc ensuite, les communautés noires, c'est différents groupes qui se reconnaissent autour justement du fait d'être noir et que ce soit lié à la couleur de leur peau ou à leur origine, par exemple venir d'un certain pays. Donc c'est ça. Donc c'est les communautés noires, c'est des groupes de personnes qui se reconnaissent autour du fait d'être noir pour plusieurs raisons. OK. Ben, merci de spécifier. Je voulais aussi savoir comment vous faites pour concrètement faire vos observations quand vous faites vos recherches. Okay. Donc, la recherche, pour faire de la recherche, on doit collecter de l'information, puis ensuite on l'analyse et après on fait une synthèse ou un rapport. Et on peut collecter l'information de différentes manières. Donc soit on va aller directement voir les gens, donc on va faire des entrevues avec des personnes toutes seules ou bien en groupe. On va aller observer qu'est-ce qui se passe à un endroit. Donc, on peut collecter l'information comme ça, ou on peut aussi regarder ce qui a déjà été écrit sur un sujet qui nous intéresse. Donc, si on s'intéresse, par exemple, à la situation des femmes noires au Québec, on va aller regarder, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà réfléchi à ce sujet-là, et donc on va utiliser qu'est-ce qui a déjà été écrit pour répondre à une question qu'on se pose très particulière. Par exemple, c'est quoi la situation des femmes noires par rapport à l'emploi? On peut se poser cette question-là. Donc, on regarde qu'est-ce qui a été écrit, puis aussi on peut aller faire des entrevues avec des femmes. On peut aussi aller dans des organisations ou des entreprises pour savoir est-ce qu'ils ont des politiques pour aider les femmes noires à s'intégrer en emploi, etc. Donc, voilà comment on travaille. OK. Ben, c'est intéressant. Justement, dans votre réponse, vous avez parlé de la situation des femmes noires au Québec. Est-ce que vous pourriez en parler un peu selon, je ne sais pas si vous avez fait un peu de recherche par rapport à ça ou dans votre organisation, juste savoir un peu c'est quoi la situation actuelle? Oui. La situation des femmes noires en général, ça veut dire dans beaucoup, beaucoup de pays, toutes les recherches qui existent vont souvent montrer que la situation des femmes noires, elle est plus difficile que pour beaucoup d'autres groupes. Ça veut dire quand on va comparer avec des femmes qui ne sont pas noires, ou quand on va comparer avec des hommes, ou quand on va comparer avec... c'est ça, disons, déjà ces deux comparaisons-là, entre être noir et pas être noir, être femme et pas être femme. Quand on regarde la situation, par exemple, un exemple de situation, c'est le revenu
qu'elles gagnent, les salaires. Mhm. Donc, on va voir que les salaires des femmes noires, si on regarde sur une année, toutes les femmes noires au Québec, qu'est-ce qu'elles gagnent? On voit que c'est plus faible que les autres groupes. OK. Et donc ça, c'est quelque chose qui se retrouve vraiment dans beaucoup de domaines. Puis, nous, on fait des recherches sur différents sujets. Mhm. Et ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est que on veut toujours regarder la situation des femmes noires parce qu'on sait que on sait déjà que il y a des plus grandes difficultés, mais on doit toujours confirmer pour voir si ça évolue, comment ça évolue. Mhm. Et je peux donner l'exemple du logement. Oui. On a fait des recherches sur le logement, donc on a analysé des chiffres sur ça, puis on a regardé c'est quoi la qualité des logements dans lesquels vivent les personnes, la taille des logements dans lesquels vivent les personnes, est-ce que c'est adapté à la famille. On a regardé aussi c'est quoi le montant que les personnes, elles mettent pour se loger par rapport à l'argent qu'elles gagnent. OK. Et donc, dans tous ces domaines-là, à chaque fois, la situation des femmes noires, elle est moins bonne que les personnes qui ne sont pas noires et les hommes. OK. C'est quand même intéressant de savoir. Puis est-ce qu'il y aurait comme une explication ou est-ce que c'est juste des données que vous avez pour le moment? Ben, c'est sûr que à chaque fois qu'on fait des constats avec des chiffres, on veut l'expliquer parce qu'on veut changer les choses, on veut que ça soit différent. Mhm. Puis ben là, c'est sûr qu'on peut aller très loin de dire que la situation des femmes, et c'est pour ça qu'on a la journée du 8 mars pour se rappeler de ça, ben, les femmes, à travers l'histoire, depuis assez longtemps, Mhm. elles sont mises dans des... On leur attribue un rôle Ouais. qui fait que elles ont moins d'opportunités OK. pour Se développer. OK, ouais. mais ça, ça fait depuis longtemps que cette situation. Puis justement, il y a des femmes et il y a aussi d'autres personnes, pas forcément des femmes, mais il y a des gens qui étant pas d'accord avec cette inégalité-là, donc revendiquent, demandent plus de droits. Puis donc, la situation évolue. OK. Mais c'est ça. Donc, c'est comme... Il y a des explications de comment fonctionne la société depuis longtemps, Mhm. même si ça évolue, autant pour les femmes que aussi pour les personnes noires. OK. Les personnes noires aussi sont confrontées à du racisme, on le sait. Oui. Et puis, ça, c'est depuis longtemps, mais on lutte pour que ça change. Mais ce qui fait que quand on est femme noire, ben, on a les deux désavantages. Oui. On a les avantages qui sont liés, les désavantages liés au fait d'être une femme Mm. et les désavantages liés au fait d'être noire. OK, donc c'est comme... Ça progresse, mais tranquillement, comme toute chose. Exactement. OK, je comprends. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour changer pour le mieux les conditions des femmes noires au Québec, selon vous? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites. OK. Puis, c'est que chacun et chacune peut faire quelque chose. Donc ça, je pense que c'est important. Valérie, Safina, vous avez aussi un rôle à jouer. Donc, je pense que c'est important de s'informer, puis de prendre conscience. Donc, comme on dit, là, on découvre qu'il y a cette journée, puis on découvre
à quoi ça sert. Puis Safina t'a dit que tu allais voir sur Google, tu as fait des recherches. Donc ça déjà, c'est important quand on est soi-même, si on se considère comme une femme noire, de se renseigner en fait sur les réalités qui nous concernent. Et puis après, il y a des organismes communautaires qui ont des actions pour justement défendre les droits, pour offrir des services, pour aider des personnes qui auraient des difficultés particulières. Donc, soutenir les organisations, c'est important. Et puis, c'est aussi s'exprimer. S'exprimer publiquement pour dire quand on constate des injustices, de pouvoir en parler entre soi, puis de pouvoir faire en sorte que ça puisse aussi être entendu par les gens qui nous dirigent, qui sont les élus à la mairie et ailleurs. Donc, ils puissent entendre qu'est-ce qu'on vit et pourquoi est-ce que ça doit changer. OK. Ouais, merci. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non? OK. Est-ce que tu avais des questions pour nous? Ben oui, peut-être. Est-ce que c'est par rapport à qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce que vous avez l'impression que vous quel rôle est-ce que vous voyez que vous pouvez jouer Pour moi, quel rôle tu parles dans la société en tant que femme ou genre juste en général, genre? Je dirais vraiment en tant que femme, justement par rapport aux droits des femmes, est-ce que... Je pense que c'est important un peu, comme tu as dit, de juste prendre le temps de s'informer, d'avoir des dialogues avec les jeunes. Fait que moi, de mon côté, j'essaie de vraiment comme passer du temps avec les jeunes filles. On essaie de dédier des moments entre filles aussi pour qu'on puisse échanger sur comme notre réalité en tant que femme. Fait que je pense que c'est toujours important de juste avoir cet espace-là pour pouvoir parler et partager avec elles. Et puis, juste de se supporter aussi. Je pense que des fois, on a souvent cette tendance, surtout avec les réseaux sociaux, de vouloir se comparer ou avoir un peu plus cet esprit de compétition entre femmes. Fait que moi, je pense que personnellement, j'essaie d'implémenter plus un côté plus supportif. Je pense que, tu sais, tout ce qui est compétitif, genre de ne pas sentir de la jalousie et plus se supporter en tant que femme. Supporter les amitiés, les femmes qu'on a dans notre entourage aussi, juste plus être présent avec elles. Je pense que ça, c'est quelque chose que moi, je peux faire de mon côté. Est-ce que tu avais des conseils à donner aux jeunes filles par rapport aux droits des femmes? Je trouve que ce que tu as donné un peu comme conseil, je trouve que c'est un bon conseil de voir autour de vous des personnes qui peuvent vous inspirer, des femmes qui peuvent vous inspirer et vous motiver. Puis après, je dirais, c'est avant même de penser à vos droits, etc., c'est vraiment prendre conscience que vous pouvez tout faire et que c'est ça, qu'il n'y a pas de limite que vous devez vous mettre en vous disant « Ah ben parce que je suis
une femme, parce que je suis une femme noire, ou une jeune fille noire, je ne peux pas faire ça ou je ne devrais pas faire ça. Donc, avoir le moins de limites que possible. Et puis, donc, c'est ça, je dirais. OK. Déjà. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Belinda Ba, d'avoir participé d'avoir accepté notre invitation. Nous avons appris beaucoup de choses et nous pensons que le travail que fait l'Observatoire des communautés du Québec, des communautés noires du Québec est très important pour les femmes noires. Merci beaucoup. Merci aussi, madame. J'ai beaucoup appris aussi. C'est vraiment bien de connaître souvent des personnes parce que c'est très rarement de faire ce que vous faites parce que c'est difficile. Mais sinon, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Puis j'espère qu'on pourra continuer à discuter et à échanger. Merci. Ok. Merci. Good job, les filles.